Salut les sorciers, salut Marine, salut Lorraine. Salut Jean. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Science en question. Dans cette émission, on vous emmène en orbite autour de la Terre. Figurez-vous que la pollution y est de plus en plus importante et menace le futur de l'exploration spatiale. Alors quels dangers représentent les débris spatiaux? Comment rendre les activités spatiales plus durables? Et quelles solutions sont envisagées pour nettoyer l'espace? Notre invité du jour nous aidera à répondre à toutes ces questions. Dans la suite de l'émission, vous découvrirez aussi comment s'organise la surveillance des satellites, comment anticiper les rapprochements dangereux avec des débris et surtout comment éviter les collisions. Ce n'est pas de la science-fiction mais bel et bien la réalité. C'est parti! En 1957, la conquête spatiale a commencé avec l'envoi du tout premier satellite artificiel dans l'espace, Sputnik 1. Depuis, beaucoup d'autres missions spatiales ont suivi, chacune apportant son lot de débris et polluant toujours un peu plus l'espace. Cette pollution est invisible depuis la Terre, mais elle pose déjà de sérieux problèmes de sécurité, notamment pour nos satellites de télécommunication, de prévision météo ou encore de positionnement. Dans cette émission, on fait le point sur la problématique des débris spatiaux avec notre invité, Pierre O'Malley. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chef du projet Tech for Space Care et expert débris au CNES. Et pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'on considère comme un débris spatial ? Alors, un débris spatial, en général, on considère que c'est un objet qui a été mis par l'homme et qui est devenu inutile par la suite. Alors, cette notion d'inutile est quand même assez relative, puisque on va retrouver comme débris spatial des étages de fusées, des vieux satellites, mais aussi des urnes funéraires, par exemple. Vous voyez, donc la notion d'inutile, elle est tout à fait relative, parce que finalement, c'est inutile pour une certaine catégorie de personnes, mais utile pour d'autres. Donc, c'est une définition qu'il faut qu'on travaille pour exactement savoir ce que c'est qu'un débris. Très bien. Mais en tout cas, donc c'est assez large pour l'instant. C'est ouvert. Voilà, c'est un objet inutile qui est dans l'espace. Alors depuis 1957, donc depuis le début de la conquête spatiale, le nombre d'objets dans l'espace ne cesse d'augmenter. On a un graphique qui le montre. On voit sur ce graphique qu'il y a plusieurs ruptures. À quoi est-ce qu'elles sont dues ? Effectivement, donc on voit une progression assez régulière depuis 1957 jusqu'à 2007, là où on a un premier saut. Ce premier saut constitue le premier tir anti-satellite qui a été réalisé par les Chinois pour démontrer qu'ils étaient capables de détruire un satellite en orbite. Ce tir-là, il a eu lieu à 800 km d'altitude. Et le deuxième, c'est une collision entre deux satellites, Iridium 33, qui était un satellite opérationnel qui fonctionnait, et Cosmos 2251, qui était un satellite qui avait fini sa durée de vie et qui était donc un débris. Et ils se sont rencontrés en générant plusieurs milliers de débris. Donc ça, c'est deux événements entre 2005 et 2010, hein, c'est ça? Voilà, tout à fait, de 2007 et 2009. Et puis ensuite, on voit le Cosmos 1408, là, qui se situe en 2021, qui est donc un tir, cette fois-ci, anti-satellite, qui a été fait par les Russes, à une altitude un peu plus basse. Et donc qui constituent des choses qu'il faut vraiment éviter aujourd'hui. Alors on voit aussi que depuis 2020, il y a une légère accélération. À quoi c'est dû? Alors légère, moi je considérais comme une accélération qu'on pourrait presque qualifier d'exponentielle, qui est due à l'arrivée dans le marché des satellites des entreprises plutôt issues du numérique, avec les méga-constellations, ce que généralement on appelle le New Space. Alors on rappelle quand même que ces débris dans l'espace circulent à environ 7 km par seconde, c'est ça? Les débris se déplacent à une vitesse impressionnante, qui est 7,8 km par seconde, ce qui représente finalement la traversée de la France en un peu plus de 2 minutes. Impressionnant. Mais c'est ça qui leur donne leur dangerosité, parce que finalement, même un petit objet peut faire des dégâts énormes. Exactement. À cause de cette vitesse, on a une énergie cinétique qui est colossale, et même un petit débris de quelques millimètres et de quelques grammes constitue autant d'énergie qu'une voiture à plus de 100 km sur l'autoroute, par exemple, qui rentrerait dans un mur. Et donc, cette vitesse de 7 km par seconde crée une physique que l'on n'a pas l'habitude de voir sur Terre, puisqu'on n'arrive pas à atteindre ces vitesses orbitales, puisque justement, elles sont spécifiques aux orbites. Le risque, c'est donc de casser des satellites en fonctionnement ?
Exactement. C'est-à-dire qu'un tout petit débris de quelques millimètres est capable de casser, de faire exploser un satellite ou un objet d'ailleurs qui vole, puisque toute collision va être dramatique, va générer une énergie colossale qui va faire exploser littéralement la matière constituant le véhicule. Alors Pierre, on a l'habitude de questionner les gens dans la rue sur un mot mystère. Pour cette émission, on a choisi l'expression orbite cimetière. Écoutez ce que ça leur évoque. Si je vous dis orbite cimetière, ça vous évoque quelque chose? Absolument pas. Une fusée? En orbite, c'est dans l'espace, oui. Mais cimetière, c'est peut-être des étoiles mortes? Bah oui, enfin je ne connais pas, mais j'imagine, voilà. Donc c'est l'orbite sur laquelle se retrouvent les déchets spatiaux, quelque chose comme ça. Écoutez, comme ça, je dirais un endroit où les vieux satellites vont finir leur vie, mais j'en suis pas sûr du tout. Tout ce qui traîne autour de la Terre, tous les vieux, les débris justement, qui vont bientôt nous tomber sur le nez un jour ou l'autre. Je sais pas à quelle hauteur elle est, mais c'est là où il y a tous les satellites. Hein. Et il y en a à différents niveaux, donc je pense qu'il y en a un peu partout. Il y aurait plein d'orbites cimetières? Oui, je pense. Oui. Je sais pas ce que c'est, mais j'imagine que c'est justement en rapport avec les débris spatiaux. Peut-être qu'il y a des endroits dans l'espace qui sont dédiés ou auxquels on pense pour stocker tous les débris. Pierre, avant de réagir au micro-trottoir, peut-être qu'on peut faire le point sur les orbites autour de la Terre. Comment est-ce qu'elles s'organisent ? Donc les orbites, c'est donc toutes les trajectoires qui sont autour de la Terre. Alors en général, on considère deux zones qui sont un peu atypiques et que l'on a caractérisées de façon un peu spéciale. Il y a les orbites basses, qu'on appelle... c'est ce qu'on voit à l'image actuellement là. Alors les orbites basses, c'est effectivement aux alentours de 2000 km. C'est une altitude de 2000 km. Donc c'est ce qui constitue la majorité des satellites aujourd'hui d'observation et d'observation, voilà. Et puis après, donc, il y a l'orbite géostationnaire, qui est une orbite spécifique à 36 000 km, qui a la spécificité d'avoir une vitesse qui est équivalente à celle de la rotation de la Terre, ce qui fait qu'un satellite est toujours dans la même position quand on le regarde. Et donc voilà. Et là, on voit sur cette image donc cette espèce de cercle qui est fait et qui est une orbite unique. Et donc, on a protégé ces deux orbites, ces deux styles d'orbite, on va dire, l'orbite géostationnaire et l'orbite LEO, qu'on a appelé zone A et zone B. La zone A étant l'orbite en dessous de 2000 km et la zone B étant l'orbite géostationnaire. Et vu les questions qu'on ont été, l'orbite aujourd'hui qu'on appelle orbite cimetière, c'est une orbite qui est au-delà de l'orbite géostationnaire. L'orbite géostationnaire, c'est une orbite qui est donc protégée. Elle est à 36 000 km et on protège cette zone à moins 200 et à plus de 100 km. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette zone-là, il y a des règles très précises qui sont écrites dans différentes réglementations. Et l'orbite cimetière, c'est donc l'orbite qui est au-delà de ces 200 km, là où finalement les satellites qui ont fini leur vie ne gênent plus les satellites qui sont opérationnels, qui sont à cette orbite géostationnaire. Donc ils sont plutôt proches dans le micro-trottoir, mais il était question quand même, c'est bien une orbite que nous on vise pour mettre des satellites qui viennent de cette orbite géostationnaire et c'est pas n'importe quelle orbite sur laquelle on a des débris. Alors effectivement, il ne faut pas que l'ensemble des orbites deviennent une orbite cimetière. Et finalement, la problématique auquel on va essayer de répondre aujourd'hui, c'est que malheureusement, il y a de plus en plus de densification d'objets inutiles dans des orbites autres que celles cimetières, donc dans les orbites LEO, l'orbite basse, là, en dessous des 2000 km. Justement, où est-ce qu'il y a le plus de débris ? Donc, comme vous avez vu tout à l'heure lors de les deux marches, là, c'est des activités, enfin, c'est des événements qui ont eu lieu aux alentours de 800 km. Et donc, on peut considérer qu'aujourd'hui, il y a une surdensité d'objets qui sont constitués par les débris aux alentours de 800 km. Et pourquoi ? C'est parce qu'en fait, 800 km constitue une des orbites les plus utiles pour nous aujourd'hui, parce que c'est vers cette orbite-là que se situent tous les satellites d'observation de la Terre et qui tournent, qui sont ce qu'on appelle héliosynchrones, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont toujours le même éclairement du Soleil, et donc ça permet de faire des photos avec toujours la même ombre, et donc de pouvoir les comparer à chaque passage du satellite. Et cette orbite-là étant un petit peu spécifique, on met nos satellites dessus. Et forcément, comme on met à un endroit précis, on densifie les objets, mais aussi les débris sur cette orbite-là. Est-ce qu'on a une estimation du nombre de débris ? Oui, alors,
Alors, il y a les débris qu'on peut voir. Donc, c'est les débris qui sont plus gros que 10 cm. Donc, aujourd'hui, on estime à peu près à 36 500 le nombre d'objets supérieurs à 10 cm. Ensuite, si on regarde les objets entre 1 cm, enfin plus grands que 1 cm, là, on est plutôt aux alentours du million. Et si on descend de 1 mm, là, on est à 130 millions à peu près d'objets. Donc, ça constitue à peu près 9000 tonnes de matière qui est, alors finalement, l'équivalent un peu plus grand que la Tour Eiffel, hein, en masse. Mais si vous imaginez la Tour Eiffel coupée en petits morceaux, en plein de petits boulons, ça peut commencer à être assez embêtant, parce que du coup, ces petits objets se déplaçant à 8 km, enfin 7,8 km par seconde, si vous ramenez ça dans un volume, même deux petits objets qui se déplacent à cette vitesse-là couvrent un volume assez impressionnant. On a l'habitude de dire que en densité d'objets, on pourrait considérer que c'est l'équivalent de comme 2 canettes de coca à l'intérieur de la Méditerranée. Alors vous dites, 2 canettes de coca, ça va, on est tranquille. Sauf que si vous mettez ces canettes de coca qui se déplacent à 7 km par seconde, finalement, et vous les faites rebondir comme un billard, statistiquement, au bout de quelques temps, vous avez une probabilité non nulle que ces deux canettes se touchent. Et c'est ça notre problématique. Et surtout, le risque, c'est qu'après, finalement, les débris engendrés par ces canettes, je continue votre image, les débris engendrés par cette canette, après, font de nouveaux débris qui peuvent, à leur tour, rentrer en collision, et donc c'est une réaction en chaîne qui ne s'arrête plus après. Exactement. Réaction en chaîne qu'on appelle le syndrome de Kessler, qui est le premier savant qui a donné son nom à cette théorie-là, et qu'effectivement, deux objets qui ont une certaine masse, qui rentrent en collision, comme on l'a dit tout à l'heure, vont dégager une énergie tellement colossale que ça va générer des milliers de débris. Ces petits débris vont eux aussi constituer après des projectiles pour les autres débris. Et donc ce phénomène en chaîne là, qui est exponentiel, si on le fait de façon mathématique, nous fait peur. Et malheureusement, sur certaines orbites, en particulier celle de 800 km dont on parlait, on a des prémices de ce syndrome-là, c'est-à-dire qu'on voit le nombre d'objets qui augmente, alors qu'on n'en a pas mis, nous, de façon volontaire avec des fusées. Et on voit qu'il y a une autogénération de ces débris-là à ces orbites-là. Alors, une façon de limiter le nombre de débris dans l'espace consiste à rendre les activités spatiales plus durables. On découvre comment dans le Science en Action. Alors, Lorraine, rendre les activités spatiales plus responsables, ça passe par quoi ? Bien, il s'agit d'envoyer des satellites, des fusées qui ne risquent pas de créer de nouveaux déchets. Une solution, Pierre, c'est par exemple de faire rentrer ces équipements dans l'atmosphère pour qu'ils brûlent. Comment cette chute apporte assez d'énergie pour brûler des matériaux qui composent les satellites ? Voilà, donc effectivement, un véhicule que l'on a mis en orbite, au bout d'un moment, il frotte à cause de l'atmosphère résiduelle, et puis donc son orbite descend. Et puis quand on arrive dans des couches relativement denses de l'atmosphère, alors quand je vous parle de ça, c'est à peu près à 100 km d'altitude, on a suffisamment d'air pour frotter, et donc la vitesse étant aux alentours de 7 km/s, quand vous arrivez dans de l'air avec cette vitesse-là, vous avez un échauffement. Et donc la chaleur, c'est l'énergie cinétique qui se transforme donc en chaleur et donc va chauffer les matériaux. Et donc là, vous avez donc un exemple d'une vidéo qui a été faite sur la rentrée de l'ATV, le véhicule qui permettait de ravitailler la Station spatiale internationale. Et donc cette énergie là va chauffer les matériaux qui vont se mettre à fondre. Et on met tellement d'énergie dans ces matériaux qu'on va générer de la lumière, des plasmas, et donc la matière va se sublimer, entre guillemets, pour une partie. Et alors que si les satellites sont trop gros, par contre, là, on ne peut pas les fragmenter, et donc on fait des rentrées, ce qu'on appelle contrôlées, c'est-à-dire qu'on va viser une zone de la Terre qui est inhabitée, et en général, on vise le Pacifique Sud, et c'est là que la TV est effectivement retombée. Pour choisir les bons matériaux, vous travaillez à développer des technologies avec votre équipe de Tech for Space Care, mais vous ne faites pas des tests grandeur nature, vous n'allez pas envoyer des objets dans l'atmosphère. Comment vous faites ? Alors là, effectivement, on a ici un problème, puisqu'on ne va pas envoyer un satellite pour le détruire spécifiquement pour essayer de comprendre. Donc on essaie de reproduire ces phénomènes sur Terre, et c'est là où on a besoin donc de moyens d'essai qui sont assez colossaux, avec des souffleries hypersoniques qu'on appelle. Et donc là, vous avez donc une petite vidéo
vidéo où on va donc dans une espèce de tunnel qui va souffler de l'air à Mach 14, c'est-à-dire 14 fois la vitesse du son. Et on met donc nos produits à l'intérieur. Donc là, c'est une plaque d'aluminium, un nida d'aluminium. Et donc, vous voyez que la chaleur, enfin l'écoulement de l'air, uniquement par sa vitesse, va être capable de faire brûler de l'aluminium, un peu comme un papier de cigarette. Et donc, alors malheureusement, dans ce genre de soufflerie, on va se focaliser soit sur les effets thermodynamiques, soit sur les effets aérodynamiques, et on n'arrive pas à mélanger, à reproduire en fait à 100% ce qui se passe dans l'atmosphère, et c'est ce qui nous demande et nécessite de mettre en place des modèles numériques pour essayer de mélanger différents pans des technologies qu'on va développer ou de la science. On va faire de la science, et on mélange tout ça dans un code et on essaye de faire des évaluations. Alors ça veut aussi dire être capable de virer de vieux satellites de leur orbite, et comment on pourrait faire ça ? Alors, normalement, dans les règles internationales, et en particulier dans la LOS française, les satellites qui ont fini leur durée de vie doivent être mis sur des orbites qui vont rentrer, alors on dit en 25 ans aujourd'hui. Bon. Et alors donc, si on tombe en panne, ou si on n'a pas fait ça, les satellites, ils sont effectivement à des altitudes plus hautes. Et donc, il faut aller, je ne sais pas. Aujourd'hui, ils constituent une réserve de petits débris, comme on l'a vu. Un gros satellite qui va se fragmenter va faire plein de petits débris. Donc, tant qu'ils sont gros, il est plus facile, effectivement, de considérer qu'on peut aller les chercher, les descendre, et donc, ils ne vont pas fabriquer de petits débris. Mais pour faire ça, ça demande finalement de fabriquer un autre satellite qui va avoir cette fonctionnalité-là. Et donc, vous voyez que l'aspect philosophique, l'aspect économique rentre en jeu. Et puis alors, sans parler de l'aspect technologique sur lequel on travaille, et je pense qu'on va discuter un petit peu là, qui sont comment faire. Un autre événement qu'on veut éviter dans le spatial durable, c'est les explosions en orbite, qui créent beaucoup de débris. Qu'est-ce qui explose dans un satellite ? Je suppose que ce n'est pas chaque élément qui peut exploser. Alors, en général, ce qui explose, c'est des éléments qui ont de l'énergie à l'intérieur. Donc, les éléments qui ont de l'énergie à l'intérieur, il y a les réservoirs où on met les ergols, donc l'essence pour les satellites, ça s'appelle des ergols. Il y a les batteries. Les batteries qui constituent de l'énergie électrique, et puis accessoirement les énergies mécaniques, donc c'est-à-dire toutes les roues qui peuvent tourner pour garder des inerties et tout ça. Donc dans les réglementations internationales et en particulier dans la loi spatiale française, il est dit que lorsque l'on éteint les satellites en fin de vie, on doit passiver, c'est-à-dire désactiver toutes ces sources d'énergie-là pour les rendre le plus neutres possible, et le fait qu'elles n'explosent pas parce que dans l'espace, vous allez avoir des contraintes mécaniques, thermiques assez importantes, parce que vous êtes le côté où vous êtes au soleil, vous êtes à 180 degrés, et le côté à l'ombre, vous êtes à moins 100 degrés. Ce qui fait que quand vous passez de l'ombre au soleil, les matériaux vont se dilater, se contracter, se contracter, et ça plusieurs fois par jour, à chaque fois que vous passez à l'ombre. Et donc les matériaux se fatiguent, les fissures qui sont inhérentes à la création des matériaux grandissent jusqu'au moment où il y a la rupture. Et donc c'est pour ça qu'il peut y avoir, s'il n'y a pas de pression à l'intérieur du réservoir, il n'y aura pas de rupture. Parce qu'on peut sentir, par exemple, notre téléphone qui chauffe, la batterie qui chauffe un peu. Là, on imagine la même batterie, mais encore plus grosse, et puis qui est en plus soumise à plein d'événements différents. Absolument. C'est pour ça que dans les satellites, on fait ce qu'on appelle un contrôle thermique quand le satellite vit, pour garder un environnement qui soit acceptable pour l'électronique, et en particulier aussi pour les batteries, pour qu'elles soient bien chouchoutées et qu'elles fassent leur rôle. Et on a démontré avec des tests, vous pouvez les voir sur l'écran actuellement, que si on chauffe ces batteries-là à quelques centaines de degrés, ce sont des températures qu'on peut apercevoir dans le spatial, si elles ne sont pas déchargées, elles explosent. D'accord. Alors décharger, ça veut dire vidanger dans l'espace Alors, les batteries, là, en l'occurrence, c'est les décharger. Donc, vous les déchargez. Une fois que vous arrivez, il faut que la tension au bord de la batterie soit le plus faible possible, 1 volt ou 0 volt. Voilà. Et donc, ça veut dire que du coup, vous avez plus d'énergie dans votre batterie, et donc c'est une matière morte, et donc elle ne risque plus d'exploser. Encore une fois, le risque de ces explosions, c'est finalement d'avoir encore plus de débris qu'avant.
Exactement. Une explosion va générer des débris. Alors on a des modèles qui sont assez complexes aussi parce que du coup, quand vous avez ces impacts-là, on a des physiques qui sont hallucinantes puisque les matériaux explosent de l'intérieur, j'ai envie de dire, par les ondes de choc qui se propagent à des vitesses plus vite que le son, et donc le matériau explose vraiment et donc génère des débris. Et le fait de comprendre ça aussi, c'est très complexe. Et donc on fait des tests où on met des petits satellites, enfin des éléments, et puis on tire dessus, et puis on compte les morceaux. Et après, pareil, on refait des simulations numériques pour essayer de reproduire ça et de faire à plus grande échelle, parce qu'on ne va pas mettre des satellites qui valent des centaines de millions d'euros, et puis les exploser, puis compter les morceaux. On l'a fait sur un petit modèle de test qu'on appelle un CubeSat, là justement dans le cadre de Tech for Space Care, un petit satellite de 10 cm qui était une maquette d'un satellite qui envole. On l'a tiré dessus et on compte les morceaux et on a mis du temps à compter les morceaux. C'est aléatoire comment on arrive à savoir. Enfin, c'est des statistiques, quoi. Exactement. Mais donc, si vous voulez, à force de compter les morceaux, on les a modélisés en 3D pour avoir leur forme. Et puis ensuite, on essaie de trouver des modèles mathématiques qui vont reproduire macroscopiquement les quantités. Et donc, on arrive aujourd'hui à corréler la masse initiale, la vitesse de l'impacteur et la masse de l'impacteur. Et avec ça, on arrive à tracer une loi de production de débris classée en différentes masses de débris. Okay. En fonction de ces paramètres, vous avez un profil de débris, quoi. Exactement. Et on arrive comme ça à estimer que s'il y a une collision là, on aura génération de tant de débris. Et puis après, on essaye de corréler ces modèles-là avec les observations qu'on a des événements qui ont eu lieu dans l'espace. C'est vrai que c'est assez hallucinant quand même de se dire qu'on traite d'objets qui vont à 7 km/s. On a du mal à s'imaginer ce que ça représente sur Terre. Oui, sachant que là, l'objet va à 7 km/s, mais si l'objet est en face, la collision a lieu à 14 km/s. Par rapport à tout ce qu'on a dit, il y a des règles qui ont été établies, vous en avez déjà parlé, donc passiver, ça fait partie des points clés pour faire un espace responsable et durable. Il y en a 4 en tout des règles, est-ce que vous pouvez les réénumérer? Alors c'est vraiment des règles de très haut niveau, après que l'on doit décliner dans chaque activité technologique. Mais la première règle, c'est de ne pas générer de débris de façon volontaire. Alors ça c'est du bon sens, mais si vous voulez, au début de l'ère spatiale, dans les années 60, quand on commençait à avoir accès à l'espace, on arrivait dans l'espace, on avait un cache pour un télescope, ce cache, on l'enlevait tout simplement en se disant « je suis arrivé là-haut, je veux voir quelque chose », le cache, paf. On n'y pensait pas du tout à cette époque-là, au début. On avait tellement d'autres soucis à essayer de comprendre comment arriver dans l'espace que, si vous voulez, au début, vous voyez, vous faites les choses un peu, les priorités, elles sont pas là. Et puis, alors, très rapidement, on s'est aperçu qu'effectivement, c'était des choses là. Donc, pas générer de débris de façon volontaire. Ensuite, il y a cette fameuse règle des 25 ans. C'est-à-dire que si je mets un objet là-haut, il va, la totalité de son temps, il est inutile. On occupe l'espace pour rien. Et ça, c'est quand même ballot. Donc, l'arrêt des 25 ans, qui est à mon avis désuète aujourd'hui, qu'il faut faire évoluer. La fameuse règle des passivations, effectivement, c'est-à-dire vider les réserves d'énergie. Et puis, le fait quand on rentre dans l'atmosphère, on en a déjà parlé un peu, de ne pas blesser les gens, de ne pas faire blesser de victimes. Il y a un enjeu de compétitivité derrière aussi, et c'est pour ça que vous travaillez, parce que les constructeurs français ne doivent pas être lésés par rapport aux autres constructeurs quand on leur impose ces règles-là. La difficulté, elle est là. C'est que soit on met les règles pour tout le monde, c'est-à-dire que tous les pays se mettent d'accord pour avoir les mêmes règles, et là, on met les règles du jeu équivalentes. Soit, nous, en France, on a mis ces règles-là, et on accompagne le développement de technologies grâce au programme Tech for Space Care, justement. Et donc, on doit leur mettre à disposition des solutions vis-à- il de nos règles. Et c'est tout l'enjeu de Tech for Space Care aujourd'hui au CNES, de développer cette technologie pour ne pas gréver la compétitivité et pour en faire même un avantage. C'est-à-dire que il est clair que d'ici quelques années, cette prise de conscience que l'on a là va être généralisée et qu'on va mettre tellement de valeur dans l'espace qu'il va falloir impérativement les protéger et que les débris deviendront encore plus importants qu'aujourd'hui. Et donc, si nous, on a déjà mis en place ces technologies disponibles, on espère, exactement, pour une fois, ça sera super. Alors, rendre les activités spatiales plus durables, c'est une chose, mais que faire des débris déjà en orbite au-dessus de nos têtes? On a utilisé l'imagination des gens pour trouver des solutions. Écoutez-les. C'est pas mon métier du tout. Aller chercher des satellites pourris dans l'espace. Ils les ont envoyés, ils ont qu'à aller les rechercher. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? J'avais vu des espèces de
des mécanismes avec de la poussée solaire super léger pour récupérer des déchets, mais je ne sais pas du tout comment ça marche, et ni si c'est vraiment viable. Envoyer des explosifs qui permettraient de faire sortir ces déchets de leur orbite pour les faire se rapprocher de l'atmosphère afin qu'ils soient brûlés. Enlever ce qui est en place, ça dépend en quelle matière ils sont. S'ils sont lourds, s'ils sont légers, s'ils sont magnétiques, s'ils sont... tout ce qu'on peut imaginer. On peut les exploser, comme ça c'est que les débris. Il n'y a rien de trop gros. Je sais pas, leur tirer dessus ou je sais pas quelle autre solution on pourrait envisager pour s'en débarrasser. Parce qu'aller les récupérer, je pense que ça doit être quand même un petit peu compliqué d'un point de vue technique. Ah bah, il faut aller les chercher, les mettre dans un filet puis les balancer plus loin. Peut-être ils peuvent repérer les satellites qui ne fonctionnent plus via des ondes, je ne sais pas comment ça marche. Et puis après, ce truc peut les ramasser et puis ça sera le camion poubelle des satellites défectueuses. Alors Pierre, certaines entreprises se lancent le défi de nettoyer l'espace avec des techniques plus ou moins avancées. Et on parle de récupération active, c'est bien ça? Alors oui, Active Debris Removal, c'est-à-dire en fait on va aller rechercher de façon active des débris. Et donc c'est le symbole du camion poubelle, effectivement. Ouais. Alors une des techniques consiste à utiliser un filet. Quel est le principe en fait? Comment ça marche? Alors, il faut se rapprocher le plus possible du débris, qui en général n'est pas coopératif, puisque on voit des images. Voilà, et donc il tourne sur lui-même. Et donc, comme il tourne sur lui-même et qu'il faut se rapprocher et qu'on est, je vous le rappelle, à 7 km par seconde, la façon la plus simple de se rapprocher et rester à distance, c'est effectivement de le capturer avec un filet. Alors, bon, c'est des technologies qui ont déjà été démontrées. Ça a déjà été testé. Ça a été testé, effectivement, avec une entreprise là, qui a testé cette technologie-là. On peut trouver sur YouTube très facilement la vidéo. Et d'ailleurs, quand on regarde de près, on s'aperçoit que le filet il est quand même passé pas loin de rater l'objet. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans Tech for Space Care, on travaille sur des petits systèmes qui vont empêcher le satellite de se mettre à tourner. Parce que ça, c'est la principale difficulté, en fait, quand on veut capturer des objets dans l'espace, c'est qu'en fait, ils sont en rotation en permanence. Exactement. Et donc, si l'objet est relativement massif, on peut se rapprocher, mais s'il a des panneaux solaires qui ont 5 mètres d'envergure, vous imaginez que vous pouvez vous prendre des coups de panneaux solaires et donc générer des débris, et donc ça, il faut impérativement éviter. Donc, une des difficultés pour se rapprocher des débris, c'est effectivement le fait qu'ils sont incontrôlés et donc qu'on ne connaît pas leur attitude. Donc nous déjà en technologie on essaie de voir des solutions passives, juste pas en utilisant le champ magnétique terrestre. On a un champ magnétique, donc en mettant des aimants bien positionnés, on peut arriver à garder une position relativement stable du satellite et donc se rapprocher de façon plus simple. À ce moment-là, on peut avoir des technologies comme le harpon ou comme le bras robotique. D'ailleurs dans Tech for Space Care, on essaie de travailler sur des espèces de poignées qui soient dimensionnées pour qu'on puisse effectivement dans le futur, quand le satellite tombe en panne, avoir une sorte de crochet, comme on a tous sur nos voitures. On a tous des crochets d'attelage pour se faire dépanner sur l'autoroute. C'est exactement la même chose qu'on essaye de produire aujourd'hui. On envisage aussi d'utiliser des lasers. Comment est-ce qu'on s'y prendrait? Alors, le laser, il a deux fonctions principales. Soit on annihile l'objet. Alors ça, il faut des puissances colossales, voilà. Oui, c'est pas les explosions dont les gens parlaient dans le micro-trottoir. On proposait des explosions, on l'a vu, faire plus de débris, c'est pas la solution. Alors, dans l'absolu, s'il fallait nettoyer urgemment l'espace sans vouloir l'utiliser pendant un certain temps, on pourrait imaginer de faire ça, parce que plus on va casser les débris en petits morceaux, plus ils vont devenir, entre guillemets, légers. On va considérer ça. Enfin, il faut faire attention parce que c'est pas sûr. Et donc, ces débris légers, ils vont freiner plus rapidement et donc redescendre sur Terre. Mais enfin, ça veut dire que pendant 50 ans, on fait plus de spatial. Est-ce qu'on peut se passer pendant 50 ans Alors, de spatial? le laser, lui, pourrait... Alors, le laser, lui, soit il annihile le produit si on a un laser hyper puissant, soit, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vaporiser une petite partie d'une surface de matériau et comme on va transformer un petit plasma, ce plasma va être éjecté de la matière et donc on a conservation de la continuité du mouvement et avec ça, on crée une petite poussée et on peut donc comme ça imaginer freiner petit à petit un certain nombre de débris. Mais enfin, c'est un travail de longue haleine parce qu'il faut tirer sur chaque orbite pendant des années. Oui, on est encore loin d'avoir des applications concrètes des lasers aujourd'hui. Oui, oui. Côté civil, oui, tout à fait. Surtout que ça pose des questions aussi de sécurité, parce que j'imagine que quand on est capable de faire ça sur un satellite civil,
Le risque, c'est de pouvoir le faire sur un satellite militaire, et là, les enjeux sont différents. Effectivement, c'est une des problématiques de nos technologies. C'est-à-dire que si on est capable d'enlever un débris, on peut effectivement enlever un satellite qui n'est pas débris. Et donc, ça crée des enjeux et des ouvertures, d'ailleurs. Hein. Aujourd'hui, il y a le commandement de l'espace qui vient s'installer à Toulouse, hein, à côté du CNES. Et donc, eux, je pense qu'ils travaillent sur des technologies, alors plutôt pour se protéger, mais effectivement, c'est ce qu'on appelle donc des technologies duales, qui servent à la fois aux civils et à la fois aux militaires. Merci Pierre pour cet éclairage. Nous allons accueillir un nouvel invité. Avec ses collègues, il surveille au quotidien les satellites et les débris spatiaux pour anticiper les rapprochements dangereux et éviter les collisions. Place à l'esprit d'équipe. Bonjour et bienvenue Vincent Ruche. Bonjour. Alors vous faites un métier original puisque vous êtes ingénieur surveillance spatiale. C'est ça ? Surveillance de l'espace. Surveillance de l'espace. Alors en fait, vous surveillez les satellites en orbite 7 jours sur 7, 24 sur 24. Est-ce que vous surveillez absolument tous les satellites et tous les débris qui sont au-dessus de nos têtes ? Alors on essaye d'avoir une information sur tous les objets qui orbitent autour de la Terre. On n'y est pas encore, on n'y arrive pas encore. Et on protège un certain nombre de satellites qui sont abonnés au service d'anticollision qu'on propose au CNES. Voilà. Ah d'accord, il faut être abonné pour pouvoir être suivi. Oui. Nous, on essaye d'avoir la connaissance de tout ce qui se passe. Par contre, pour évaluer la probabilité d'avoir une collision et proposer des manœuvres adéquates, il faut nous donner un certain nombre d'informations pour qu'on puisse réagir et proposer les bonnes manœuvres et les bonnes opérations à effectuer. Bah, finalement, c'est un peu comme la météo. Vous arrivez à prédire la position des objets spatiaux plusieurs jours à l'avance ? Oui, c'est-à-dire que quand on observe les différents objets, on maintient cette connaissance à une date donnée, on observe les objets à une date donnée, et suite à cette observation, on va être capable de restituer une orbite, l'orbite de tous les objets qu'on arrive à voir, et ensuite de propager cette orbite, d'extrapoler la position et prédire cette position sur un horizon de temps qui peut être variable. Donc, on peut propager sur très longtemps, mais plus on propage aussi de l'incertitude et des erreurs. Donc, en général, jusqu'à 7 jours, on arrive à avoir une connaissance relativement fiable des objets qu'on surveille. Oui. Alors, avant de suivre les satellites, il faut déjà pouvoir les identifier. Comment vous faites ? Alors, on a une information sur les lancements, sur les objets qui ont été mis en orbite. On essaye de maintenir cette connaissance-là, et ensuite, en observant les satellites, ou les débris, ou les différents objets qui sont dans l'espace, on essaye d'associer finalement la détection et la connaissance qu'on a de l'objet qu'on est en train de regarder avec ce qu'on avait dans notre catalogue d'objets, dont on avait connaissance avant, et on essaye de faire le lien entre les objets existants et les objets qu'on observe. Il arrive parfois qu'on détecte de nouveaux objets, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire cette association-là, et à ce moment-là, on essaie de découvrir, de comprendre d'où vient l'objet qu'on a découvert. Et soit on arrive à rattacher ça à un lancement, soit on arrive à rattacher ça à un événement particulier, soit parfois on ne sait pas d'où vient l'objet, tout simplement. Et très concrètement, comment vous arrivez à les détecter ? Vous avez des réseaux d'antennes, c'est ça ? Vous suivez depuis le sol ? Comment vous avez cette information ? Comment vous récoltez cette information ? Alors pour ça, on s'appuie sur différents moyens d'observation. Tout dépend aussi de l'orbite qu'on est en train de regarder de l'objet. Typiquement, pour les orbites géostationnaires, on va utiliser des télescopes qui permettent de prendre des photos, entre guillemets, des objets qu'on surveille. Et dans ces images-là, on va essayer de retrouver la position des satellites ou des débris. Et une fois qu'on a la position dans l'image, on est capable de remonter à une information, ce qu'on appelle une mesure de l'objet, et donc une information de sa position et de sa vitesse. Donc on s'appuie pour les objets en orbite géostationnaire principalement sur les télescopes, mais on va utiliser également des radars pour l'orbite basse, des informations aussi qui peuvent descendre des satellites eux-mêmes, si ce sont des satellites qu'on opère, typiquement au CNES dans nos centres de contrôle, on va pouvoir redescendre de l'information de localisation. Par exemple, des informations des GNSS, donc tous les satellites de positionnement, Galileo, GPS, etc. Donc on va pouvoir redescendre ce genre d'informations-là. On va avoir accès aussi à des lasers pour faire de l'orbite précise, pour être capable d'avoir des informations très précises sur les satellites, mais c'est assez rare, on va dire.
Et de plus en plus, on a un écosystème industriel qui développe ces moyens pour affiner notre connaissance et les moyens d'observation avec des solutions assez innovantes. Par exemple, scanner les fréquences qu'émettent les différents satellites opérationnels. Et en connaissant la fréquence du satellite, on est capable grâce à un bilan de liaison entre ce qui est émis et ce qui est reçu, on est capable de trouver où est ce satellite-là et à quelle vitesse il va. Et alors, est-ce que vous arrivez à avoir une position très précise, exacte? Alors, tout dépend de ce qu'on observe et de la taille des objets. Pierre parlait tout à l'heure des satellites de plus de 10 cm, enfin des objets de plus de 10 cm, et c'est vrai qu'on arrive à détecter et à cataloguer des objets de assez gros, on va dire. En dessous, de plus en plus, les radars en orbite basse sont capables de voir des objets plus petits, mais encore avec une imprécision et une incertitude sur la position qui est trop importante pour qu'on puisse exploiter l'information réellement opérationnellement. C'est-à-dire qu'en dessous de 10 cm, vous ne pouvez pas tellement suivre les objets? On a du mal à les suivre et donc à faire de l'anti-collision dessus. Alors, on a une vidéo qui montre justement un peu la position des satellites. Donc, on va voir, il y a une orbite jaune, finalement, autour du satellite. Donc ça a un nom particulier, hein, cette orbite, comment on l'appelle? Alors, c'est pas vraiment une orbite, c'est un ellipsoïde de covariance. C'est l'incertitude sur la position. C'est-à-dire qu'on a connaissance de la position de l'objet, mais avec une certaine incertitude. Donc il pourrait être l'objet en réalité n'importe où dans cette enveloppe, on ne sait pas exactement où. À quoi elle est due cette incertitude? Alors elle est due à plusieurs choses, à plusieurs facteurs. Le premier, c'est l'observation, les moyens d'observation eux-mêmes. Les capteurs ont des biais, ont ont besoin de calibration, donc on va avoir de l'incertitude due à la mesure elle-même. Ensuite, on va rajouter de l'incertitude dans les traitements. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a cette mesure, il faut qu'on soit capable de remonter à la position, à la vitesse, à l'orbite de l'objet. Et dans toute cette chaîne de traitement, donc des calculs de filtrage mathématique, on applique un certain nombre de méthodes, on va rajouter du bruit parce qu'on ajoute des hypothèses sur le mouvement, sur la physique qu'il y a derrière. Vous dites du bruit, c'est une marge d'erreur? C'est ça, c'est vraiment une marge d'erreur et on rajoute de l'erreur non seulement à la date de la mesure et quand on traite les informations, mais aussi en propageant. On parlait tout à l'heure d'une propagation à 7 jours. Et en réalité, plus on propage, plus on rajoute de l'erreur. Et donc, plus cette enveloppe va grandir dans le temps. Il y a aussi la météo solaire. En fonction de l'activité du Soleil, exactement, ça va influer sur la trajectoire des satellites. Et donc, il est très difficile de connaître la météo du Soleil en avance et donc de recaler les calculs. Ça vient avec tous les modèles physiques. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas parfaitement la trajectoire d'un objet dans l'espace. On doit modéliser les perturbations, toutes les forces qui s'appliquent sur cet objet-là, le frottement atmosphérique, le potentiel gravitationnel, qui n'est pas, un objet, la Terre n'est pas ponctuelle. Et donc tout ceci, on doit le modéliser avec des modèles mathématiques qui sont des approximations de la réalité et qui ont besoin d'entrées comme l'activité solaire, par exemple. Et donc on a un certain nombre d'inconnus qui rentrent en jeu et qui font que derrière, la connaissance réelle de la position et la vitesse de l'objet est incertaine. Et donc, finalement, avec toutes ces incertitudes, vous arrivez à calculer du coup plutôt une probabilité de collision? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que si on connaissait parfaitement la position, la vitesse des différents objets, il suffirait de calculer géométriquement si les deux objets finissent par se rencontrer. Mais comme on a cette incertitude autour des deux objets, c'est ce qu'on voyait dans la vidéo tout à l'heure, on ne peut pas vraiment dire si oui ou non ils vont se rencontrer, puisqu'ils peuvent être, les deux objets qui se rapprochent peuvent être n'importe où dans cette ellipsoïde de covariance. Donc on va devoir calculer une probabilité que ces objets se rencontrent, et pour ça on va devoir intégrer et appliquer des méthodes de calcul de probabilité qui peuvent être relativement complexes en fonction de la manière dont les objets se rapprochent. Et à partir de quand on considère qu'un rapprochement devient vraiment inquiétant ? Alors, on commence à s'intéresser avant de calculer la probabilité elle-même, on doit faire ce qu'on appelle un screening, une surveillance globale, regarder tous les objets dont on a connaissance, donc tous les objets du catalogue, essayer de regarder à quel moment, géométriquement, c'est-à-dire en distance vraiment, ils sont suffisamment proches pour qu'on s'intéresse à ce rapprochement-là. C'est une première étape. Ensuite, quand on a vérifié ça et qu'on sait qu'il y a un rapprochement qui peut être d'intérêt,
Typiquement, quand il se rapproche à quelques kilomètres, une dizaine de kilomètres, dans une boîte, les deux objets sont dans une même boîte de 10 kilomètres, on va dire, par exemple. À partir de là, on va évaluer effectivement, on va recevoir un message qu'on appelle un CDM, un message de rapprochement. Et on va vérifier si ce rapprochement est une alerte. Pour ça, on va devoir calculer la probabilité de collision, avec la meilleure connaissance qu'on a de la position de la vitesse. Typiquement, pour les satellites qu'on surveille, on reçoit de la part des opérateurs une éphéméride de position et vitesse, c'est-à-dire leur évaluation de la position et vitesse. Ils ont toujours plus d'informations que nous là-dessus. Et on va calculer cette probabilité. Quand la probabilité d'avoir une collision devient plus grande que 5 10-4, par exemple ça, c'est-à-dire une chance sur 2000, on va dire, à partir de là, on commence à se dire qu'il faut se méfier. Et donc, il faut recalculer régulièrement cette probabilité. On va dire, au fur et à mesure que le temps passe, vous arrivez à avoir une précision plus fine de cette collision, de cette probabilité de collision? Tout à fait. C'est-à-dire que dès l'instant où, plusieurs jours avant, on va avoir cette levée d'alerte, on va se reconfigurer pour, par exemple, demander à nos différents capteurs, les différentes antennes, les radars, les télescopes, d'observer, si possible, l'objet, les objets qui risquent de se rencontrer. Et ces observations-là vont nous permettre d'affiner la connaissance. C'est-à-dire que les erreurs qui se propagent, on va pouvoir les réduire à chaque observation et avoir une meilleure connaissance, du coup, et une incertitude moins grande, donc une meilleure prédiction de la probabilité de collision à la date de rapprochement la plus proche. Et alors, quand la situation devient critique et qu'il faut agir, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez manœuvrer les satellites? Oui, à un moment donné, on va voir que peut-être un jour avant ou 2 jours avant, ou dans les heures qui précèdent, suivant le type d'événement, la probabilité ne diminue pas. Souvent, en ayant cette meilleure connaissance des incertitudes, on se rend compte que le risque était un faux risque, finalement, une fausse alarme. Et donc, naturellement, on n'a rien à faire et le risque disparaît de par lui-même. Mais si on se rend compte que la probabilité reste haute et toujours au-dessus du seuil, on va devoir alerter l'opérateur et lui dire « Attention, il existe un risque entre tel objet et votre satellite ». Et on voit que le risque est réel et continue et persiste. Donc, nous vous proposons une manœuvre. Il faudrait bouger le satellite de quelques dizaines de mètres en général, soit vers le haut, soit vers le bas. On parle d'une manœuvre en demi-grand axe, parce que voilà, c'est le demi-grand axe de l'ellipse que parcourt le satellite. Et donc le satellite bouge et revient après à sa position. Il évite le débris comme on éviterait généralement, quelque chose sur la route. Si on a le temps et de préconiser cette manœuvre avant, le centre de contrôle du satellite va récupérer cette information-là et va essayer de combiner la manœuvre qu'on lui propose avec une manœuvre de maintien à poste. C'est-à-dire que régulièrement, sous l'effet du frottement atmosphérique, le satellite va avoir tendance à descendre. Et il doit remonter son orbite pour rester sur son orbite de mission et pouvoir continuer sa mission. Donc, dans la mesure du possible, on va combiner ça avec une manœuvre de maintien à poste pour ne pas faire une manœuvre pour rien, entre guillemets. Ils arrivent souvent, ces rapprochements qui imposent de modifier la trajectoire des satellites? On va dire qu'en moyenne, on va effectuer plus ou moins une manœuvre d'évitement par mois. Et est-ce qu'à l'avenir, est-ce qu'on pourrait imaginer avoir des satellites autonomes? Des satellites qui détectent eux-mêmes les débris et qui modifient leur trajectoire tout seuls? Alors c'est quelque chose vers lequel il faut progresser, il faut avancer, parce que Pierre a montré vraiment cette évolution exponentielle qui n'est pas uniquement due au débris, qui est vraiment due à une augmentation du trafic. Et cette question du trafic va devenir assez essentielle, parce que les orbites, finalement, même si c'est très vaste l'espace, on va avoir tendance à aller toujours aux mêmes endroits. Et donc, pour que le trafic se passe bien, il faut qu'on évolue vers des règles plus systématiques, vers une gestion du trafic qui pourra être vraiment facilitée par l'autonomie bord des satellites et la capacité à anticiper les collisions, à dialoguer et finalement à prendre les bonnes décisions au bon moment pour éviter la génération de nouveaux débris. Pierre, il y a des projets de recherche là-dessus?
Oui, effectivement, le fait de rendre autonomes les satellites, c'est quelque chose qui va devenir indispensable parce qu'aujourd'hui, comme vous avez vu, les quantités d'informations à traiter deviennent colossales. Et donc, on essaie de travailler sur des algorithmes, sur des façons que le satellite devienne le plus autonome possible sur ce genre de domaine. Mais là, vous vous rendez bien compte qu'à partir du moment où vous allez faire une manœuvre d'anticollision pour un débris, il faut que tout le système soit mis à jour pour être informé de cette manœuvre-là. Tout le monde soit autonome. Exactement. Et donc, ça veut dire que on pourra arriver à ce genre de généralisation à partir du moment où vraiment tout le monde jouera le jeu. Parce que finalement, s'il y a quelqu'un qui joue pas le jeu dans ce système-là, il perturbe tout le système. Et c'est la problématique de la globalisation de notre problème. Et pourtant, la pollution de l'espace est encore peu connue du grand public, pourtant elle nous concerne tous. Et oui, notre quotidien dépend en grande partie des satellites envoyés en orbite autour de la Terre. Or, si rien n'est fait, on risque de se bloquer l'accès à l'espace. On a donc demandé aux gens ce qu'ils pensaient. Écoutez-les. Comme je le vois pas directement, et c'est la première fois qu'on m'en parle, ça m'inquiète pas trop en fait. C'est vrai que je me suis rarement posé la question, mais je pense qu'effectivement ça risque de devenir un sujet assez important vu le nombre de satellites qu'on envoie dans l'espace. Oui, non mais ça inquiète tout le monde, mais bon, tant que ça nous est pas tombé sur le nez. Le mot inquiétude, c'est pas le mot que j'emploierais, mais je dirais on se sent très concerné par ça, même si on se sent très impuissant aussi. Je me sens moins concerné que les problèmes sur Terre, clairement. Pour l'instant, pas plus que ça. Je m'y intéresse peut-être pas assez, et puis c'est difficile de s'imaginer comment les satellites sont positionnés autour de la Terre. Je sais pas si on a déjà réussi à mener une politique commune à l'échelle mondiale pour quelque sujet que ce soit. Je sais pas si j'aimerais bien qu'on y arrive pour avoir un peu de cohérence, mais je sais pas si c'est demain la veille, malheureusement. Oui, parce qu'il y a des nuits où nous on est de temps en temps à la campagne et on voyait passer, on n'y pensait pas, mais on voyait passer des choses assez rapides. Et alors c'est vrai, quand on regarde, on est un petit peu émerveillé de tout ça, mais bon, après, si c'est l'autoroute du satellite, ça risque d'être... Les retours de week-end vont être compliqués. Bon, Pierre, on voit surtout que les gens ne se sentent pas très concernés par tout ça. Est-ce qu'on a besoin d'une prise de conscience de l'opinion publique pour pouvoir faire bouger les choses ? Alors, comme on disait, cette problématique, elle est vraiment globale. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, en France, on est leader sur cette thématique-là parce qu'on est les premiers, comme je vous disais, à avoir une loi sur les opérations spatiales. Cependant, on ne constitue que 3 ou 4% des objets qui sont là-haut, qui sont dans l'espace, sachant que le reste étant chinois, américain et russe. Donc on sent bien que si on veut avoir un impact sur cette problématique-là, il faut une vision globale et donc une vision internationale. Et donc les gens qui ont été interviewés là ont finalement compris la problématique. Il faut que ce problème-là soit mis à l'ordre du jour, que l'on en prenne l'importance et puis que les décisions soient prises au niveau politique. Puisque là, on est vraiment dans le domaine de coopération internationale, et donc c'est vraiment des problèmes politiques qui sont, j'ai envie de dire, les plus gros. Après, il y a les problèmes techniques derrière. Comment on peut faire pour se mettre un peu tous d'accord? Est-ce qu'il y a un espoir tout de même que ça arrive? Donc, on voit que l'utilisation de l'espace est de plus en plus importante. Alors, aujourd'hui, on parlait des problèmes terrestres, mais les problèmes terrestres sont mis en évidence par des mesures spatiales. Et en particulier, il y a eu le rapport du GIEC qui est sorti récemment, dans lequel la moitié des mesures qui sont utilisées, ou peut-être même plus, utilisent des données spatiales. Donc on a vraiment besoin de l'espace pour comprendre ce qui se passe sur Terre. On a besoin de l'espace pour maintenant se diriger, pour communiquer, pour la météo, pour tout ça. Donc il y a vraiment une utilisation très importante de l'espace. Et donc le fait que cette importance est de plus en plus prise, on a une prise de conscience de cette importance-là, on sent que ce sujet est de plus en plus discuté et pris au sérieux. Et donc le fait d'en parler aujourd'hui, d'ailleurs, j'espère que les gens auront une connaissance plus approfondie de la problématique et pourront en parler et finalement au jour amener à une décision politique qui soit forte, mais qui doit être coordonnée au niveau international. Donc depuis peu, on a des méga constellations de satellites qui sont envoyées dans l'espace, à l'image de Starlink, qui veut donner un accès à Internet à des régions reculées, aux régions du globe les plus reculées. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ces satellites qui sont envoyés par centaines par des sociétés privées? Donc le fait d'utiliser l'espace de façon raisonnable, alors
qu'est-ce qui est raisonnable? Ça encore, on n'est plus dans la technique. Si ces constellations respectent les règles de base que l'on a énoncées et dont on a discuté un petit peu tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de problème finalement. Hein. Si vous utilisez l'espace, vous faites votre opération, et puis une fois que vous avez fait votre opération, vous débarrassez le plancher. Pas de problème. Et j'ai envie de dire, ces constellations-là constituent finalement un investissement privé de fonds privés qui font monter la valeur de ce que l'on met dans l'espace. Et donc, cette valeur-là, il faut la préserver. Et donc, la préservation de la valeur passe par, finalement, la préservation de l'espace elle-même. Donc, cette prise de conscience des investisseurs, des investissements, qui ne peuvent pas être à court terme. Quand vous investissez plusieurs dizaines de milliards dans une constellation, c'est pas pour tout perdre dans 3 ans ou dans 5 ans. Donc je pense que ces méga-constellations-là, forcément, densifient l'espace, doivent nous faire prendre conscience, nous, État, qu'il faut qu'on bouge assez rapidement sur la création de règles qui sont fédératrices pour préserver l'espace et pour que, finalement, ces gens-là créent de la valeur, créent de l'activité, mais en étant tout à fait conscients que leur activité doit inclure le fait de rendre l'espace aussi propre qu'ils l'ont trouvé en arrivant. Chose que finalement on applique, j'espère, au quotidien tous, mais qu'il faut aussi appliquer dans l'espace. Et c'est un peu le drame des communs. C'est-à-dire que l'espace, il est immense, il appartient à personne, et donc finalement, les gens ne sont pas impliqués ou responsables, alors que finalement, ça serait du bon sens, puisque c'est un bien de l'humanité, c'est un bien pour tout le monde, que vous l'utilisez, vous avez le droit de l'utiliser gratuitement pour l'instant. C'est peut-être aussi un problème. Aujourd'hui, on utilise un espace gratuit, et donc si c'est gratuit, voilà. Alors, on ne fait pas tout à fait ce qu'on veut, hein. Il y a des règles internationales, mais quand même, ça mériterait d'être beaucoup plus régulé pour qu'on puisse en profiter de façon beaucoup plus pérenne. Très bien. Alors maintenant, on va en apprendre un peu plus sur votre métier et votre parcours à tous les deux. C'est l'heure de la séquence en coulisses. Alors Marine, nos deux invités ont des métiers atypiques, j'imagine que leur parcours l'est tout autant. Oui, Pierre, le spatial, c'était pas forcément une vocation dès le début pour vous. Vous avez fait une école d'ingénieur et un DEA en thermique énergétique, et vous êtes avant tout un fan de physique. Comment vous êtes arrivé dans le spatial ? Le hasard, en fait. La physique, finalement, c'est ce qui explique ce qui nous entoure. Et le spatial, en fait, c'était des choses qui nous entourent, mais de loin. Alors, c'était d'autant plus curieux. Et le concours de circonstances a fait que, finalement, je fais du thermique, donc de la combustion, et puis finalement la combustion des moteurs. Mais les moteurs, au début, c'était plutôt voiture, mais je me suis dit, mais non, il y a aussi des fusées. Et puis finalement, j'ai fait des moteurs de satellite. Et voilà comment je suis rentré dans le spatial, en faisant des moteurs de satellite. Et pour vous, Vincent, c'était un peu un rêve de gosse. Quand vous étiez petit, vous regardiez les satellites passer dans le ciel et ça vous fascinait. Et d'ailleurs, vous avez commencé au CNES dans les mathématiques appliquées au guidage des satellites. Pourquoi vous avez bifurqué vers la surveillance de l'espace ? Alors, effectivement, c'était un peu enfant. Je voyais pendant la nuit ces petits points blancs apparaître, avancer très, très rapidement dans le ciel et disparaître. Entre ça et les avions, j'ai toujours été partagé, et c'est vrai que l'air et l'espace m'ont toujours attiré pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Donc c'est ce qui m'a mené à faire des études d'ingénieur en aéronautique et espace. Et donc naturellement, après, je me suis intéressé un peu à tout ce qui touchait à l'espace, et j'aimais les mathématiques. Donc cette combinaison fait que j'ai fait mon stage de fin d'études dans le guidage des satellites. Donc c'est une première partie. C'est l'orientation, savoir comment s'oriente et comment orienter le satellite pour faire les prises de vue, par exemple, pour se mettre en position de manœuvrer. J'ai continué ensuite par la suite sur le développement des centres de contrôle. Donc là, je m'intéressais non plus uniquement à l'orientation, mais aussi à l'orbite elle-même. Et après, prenant conscience de la multiplicité et la prolifération des objets dans l'espace, ça m'a conduit vers la surveillance elle-même, mais toujours en gardant un lien fort avec ce qu'on appelle la mécanique spatiale. Pierre, on l'a dit, vous êtes chef de projet et votre journée classique se divise un peu en 5 étapes, 5 aspects. Donc d'abord, une réunion d'équipe pour parler des sujets du jour.
Ensuite, vous vous informez des activités en cours et vous imaginez des façons, on l'a dit, de limiter les débris sans gêner les performances du spatial. Après ça, vous suivez le développement des technologies qui permettent de concrétiser ces solutions. Et enfin, vous cherchez du budget et des entreprises pour les produire. Peut-être pas tout dans la même journée, ceci dit. Ça vous fait beaucoup de réunions au final, non? Oui, effectivement, c'est un métier où on doit vraiment partager donc déjà ses visions, ses problématiques, se nourrir de l'ingéniosité de ses collaborateurs, et puis mélanger tout ça, et puis après arriver à des choses un peu moins scientifiques, qui sont comment on va mettre en production ce qu'on a imaginé, et donc ces solutions, comment on les rend vraiment concrètes. Et donc là, c'est du suivi de projet, des activités un peu moins physiques, mais qui ont en fait en commun la nécessité de travailler en équipe et d'avoir des gens avec qui on aime travailler, avec qui on partage une même passion et avec qui on échange. Et l'intelligence collective, c'est ce qui fait qu'on invente des choses nouvelles tous les jours. Après, vous ne faites pas que des réunions. Hein. Non, heureusement. Mais dans les réunions, vous savez, on partage, on réfléchit, on brainstorm, ce qu'on dit là. Et donc ça, c'est vraiment marrant parce que c'est des espaces où des fois, d'une petite idée anecdotique, on va créer un système concret qu'on va monter sur le château. C'est comme ça qu'est né le dispositif, le fameux radiomètre que vous avez mis au point, qui est maintenant sur Mars, je crois ça. Oui, exactement. Oui. Effectivement, c'était comprendre pourquoi, quand on rentre dans l'atmosphère, on chauffe aussi à l'arrière. Et donc, on s'est dit, il faudrait qu'on mesure ça, mais comment on pourrait faire pour mesurer ça? Et puis, mais moi, je connais quelqu'un qui utilise un petit capteur qui est chez les dentistes. Mais ça pourrait... Et puis, on a déplié le truc, et puis en 3 ans, 4 ans, on a développé un petit détecteur. Et aujourd'hui, sur l'image, là, il est ici. Exactement. Alors, il y en a même 3, vous voyez, c'est les COMARS, 1, 2 et 3. Okay. Et donc, c'est des petits détecteurs rayonnement infrarouge qu'on a développés et qui maintenant sont sur Mars. Et donc, ce truc-là, il était sur mon bureau. Il est passé au nettoyage et puis maintenant, il est sur Mars. Et ça je trouve ça génial. ça me... Là, vous disiez 3 ans, 4 ans, mais parfois, quand on travaille sur des projets, ça peut être à beaucoup plus long terme. Vincent, vous nous avez dit que pour vous, une qualité essentielle dans ce milieu, c'est la détermination. Quand vous savez que vous travaillez sur un projet à très long terme, comment vous gérez le sentiment d'impatience ou de frustration? Alors, il y a toujours des phases comme ça dans le spatial. Les choses prennent souvent beaucoup de temps, le temps de prévoir, ensuite de mettre en œuvre, de concevoir et de réaliser. Donc on a toujours vraiment des temps longs et il y a toujours des phases un peu plus compliquées où on perd un peu la motivation, etc. Et c'est là qu'il faut toujours garder l'objectif final et essayer de prendre du recul pour savoir pourquoi on fait tout ça et pourquoi on a décidé de s'engager dans ce métier et dans le projet en question. Et ça nous permet de passer ces petites phases un peu de baisse de régime et de se projeter toujours un peu plus loin à l'étape d'après. Alors heureusement, vous ne faites pas tout seul, hein, on l'a dit, vous travaillez tous les deux avec des spécialistes, avec d'autres spécialistes. Et qu'est-ce que vous retirez de ces échanges? Est-ce que vous partagez des connaissances mutuelles? Est-ce que vous continuez de développer de nouvelles compétences au cours de votre carrière? C'est pour tous les deux. Hein. Donc, le fait de partager justement avec plein de spécialistes qui sont hyper pointus dans leur domaine, c'est très nourrissant puisqu'effectivement on apprend tous les jours des choses et c'est des domaines qui sont chaque fois à la limite de la connaissance humaine. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans les livres. Ou alors que finalement, les livres, c'est les gens avec qui on parle qui les écrivent. Et donc ça, c'est génial, puisque du coup, on partage ensemble, on crée de la connaissance, on crée du savoir. On repousse les limites. Voilà, on y contribue à notre petite échelle, effectivement, à ça. C'est vrai que c'est important. Je pense qu'on fait partie de communautés qui visent et qui participent à l'amélioration de nos connaissances. À chaque fois, c'est une petite pierre à l'édifice qu'on pose, mais c'est vrai ce que dit Pierre. Et on est souvent au contact non seulement de personnes qui travaillent sur la limite des connaissances, mais aussi sur des domaines un peu connexes et qui sont à la limite de nos connaissances. C'est-à-dire que quand on va évaluer certaines technologies, ça va mettre en jeu des choses dont on n'a absolument pas connaissance, qu'on ignore. Et à chaque fois, on va apprendre un petit peu. Et c'est ça qui est magnifique dans ce métier, c'est qu'on apprend tout le temps.
C'est un peu magique, enfin nous je sais que ça nous paraît un peu magique et puis c'est un grand intérêt de nettoyer l'espace, c'est ce qui vous motive aussi au quotidien, vous continuez à vous émerveiller, à vous rendre compte que c'est important ce que vous faites. Comme on pouvait le dire tout à l'heure, hein, aujourd'hui l'espace il est dans nos quotidiens, enfin je ne sais pas combien de fois on utilise, il y a des chiffres qui traînent, hein, mais il faudrait que mes enfants et mes petits-enfants puissent en profiter de la même façon. Et donc, ça fait partie des motivations aujourd'hui. Et puis, ce qu'on appelle le trafic. Imaginer le trafic. Moi, des fois, je fais l'analogie avec... On s'imagine au début des voitures. Les voitures, elles étaient sur des chemins qui n'étaient pas goudronnés. Au milieu, il y avait des chevaux, des calèches, des piétons. Il n'y avait pas de règles de la route. Et ben, nous, on en est là aujourd'hui. Il faut qu'on imagine des règles de la route dans le spatial. Et c'est génial. Bon, on arrive doucement à la fin de cette émission, mais avant, découvrons les passions de nos invités. Place à l'instant coup de cœur. Alors, Marine, on reste dans l'atmosphère, mais on change d'altitude. C'est tout à fait ça. Pierre, vous n'allez pas dans l'espace, mais sur votre temps libre, vous aimez quand même décoller du sol, puisque vous êtes amateur de parapente. On a de belles images de vous dans les airs. Il y a un lien entre votre métier et ces hobbies ? Alors, l'aérodynamique, finalement, le fait de comprendre comment le parapente vole, ça aide à minimiser sa peur. Non, disons que c'est de la physique, encore une fois, hein, de la physique dans l'air. Alors, pas à la même vitesse, mais de comprendre l'aérologie, comment le vent épouse les montagnes, comment les colonnes d'air peuvent monter. J'utilise en fait des compétences de mon métier pour faire du hobby. Et vous volez où alors ? Alors là, c'est dans le Cantal. Mes beaux-parents habitent là-bas et donc je joins l'utile et l'agréable. Je vois mes beaux-parents et puis je profite de ces magnifiques montagnes. Et donc vous avez un brevet qui vous permet comme ça de vous envoler de n'importe quelle colline ? Alors, pas de n'importe quelle, hein, il faut avoir les autorisations qui vont bien, des gens chez qui vous atterrissez, vous décollez, mais dans le Cantal, il y a la Fédération française qui a installé différents sites. Et donc vous avez les sites équipés avec des manches à air et puis des zones d'atterrissage autorisées. Et donc il faut respecter des règles, encore une fois, des règles de l'air. Et on ressent quoi quand on est en l'air ? Un reset du cerveau. Vous êtes assis dans un fauteuil, dans une troisième dimension. C'est indescriptible. Il faut l'essayer. Il faut le vivre. Okay. Vous avez testé d'autres sports aériens ? Vous les avez tous faits ? Non, pas tant que ça. Non, je n'ai pas fait de parachute, par exemple. Okay. Parce que le parachute, vous voyez, là, vous décollez en parapente. Parachute, vous sautez dans le vide. Petite nuance. Moi, j'aime bien décoller parce que du coup, la phase, vous préparez votre voile, vous sentez que l'air tire la voile et vous décollez. C'est pas j'ouvre mon parachute peut-être. Vincent, vous, c'est l'inverse de Pierre. Vous avez plutôt la tête sous l'eau, comme on peut le voir sur cette image. Et en même temps, on peut dire que comme l'espace, les fonds marins sont aussi très mystérieux et très encombrés de déchets. Pareil, même question, à quoi on pense quand on est sous l'eau à cette profondeur ? Qu'est-ce qu'on ressent ? C'est assez similaire en fait, et on dit que c'est l'inverse, mais j'ai aussi fait du parapente, les sports aériens, etc. Et je dirais que ce qu'on recherche et ce qu'on ressent, c'est cette capacité à se mouvoir dans toutes les dimensions, et c'est quelque chose d'assez incroyable parce que finalement on évolue assez lentement. On s'ouvre à des mondes qui étaient jusque-là inconnus, en fait, en faisant de la plongée, par exemple. Et on prend le temps vraiment d'observer, de regarder. Et d'une certaine manière, tous les problèmes et toutes les choses qui nous encombrent l'esprit, on les laisse soit sur le bateau, soit au décollage quand on vole. Et on est vraiment concentré sur l'activité qu'on est en train de pratiquer. Alors, au bout du compte, vous gardez quand même les pieds sur terre et c'est important quand on est parent. Votre passion pour l'espace et pour les sciences en général, c'est quelque chose que vous voulez transmettre à vos filles ? Alors, pas absolument, parce que je n'ai pas envie de leur bourrer le crâne de tout ça, mais plutôt voilà, j'aime bien cette photo parce que ce que j'essaye de faire, c'est plutôt les guider, les orienter pour leur permettre de faire leur propre choix et qu'elles découvrent leur passion comme moi j'ai pu découvrir la mienne. Bon, notre voyage dans l'espace touche à sa fin. Merci Pierre, merci Vincent de nous avoir éclairés sur la problématique des débris spatiaux. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de Science en question. On vous dit à très vite pour d'autres découvertes. Ciao les sorciers!